Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Goji et bienvenue dans ma review du chapitre 1074 de One Piece. Dans cette review, vous allez découvrir et plonger au cœur d'un tas d'autres histoires et de théories. Le déplacement d'Egghead par la technologie de Vegapunk, la première apparition officielle de God Valley, la présence d'un traître dans l'équipage, bref, ça va être du très lourd. Alors on ne perd pas plus de temps, on va commencer dès maintenant, mais avant je vous invite les bros à laisser un j'aime à cette vidéo pour aider au référencement, c'est vraiment le meilleur soutien possible pour la chaîne, vous le savez maintenant avec le temps. Et évidemment, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit et comme ça vous ne manquerez plus jamais aucune des vidéos. Voilà, alors je vous remercie et je vous souhaite désormais une excellente review en ma compagnie. Ce chapitre introduit une nouvelle force armée de la marine, une nouvelle prouesse scientifique, les Pacifistas Mark III. Une évolution largement marquée et supérieure des prototypes utilisés avant l'ellipse. Alors plusieurs choses, tout d'abord le nom de Mark III n'est pas sans rappeler la légendaire et emblématique armure rouge et or d'Iron Man qui porte justement l'appellation de Mark III. Alors est-ce un hasard? Je ne suis pas si sûr et vu le thème de super-héros technologiques mis en avant dans cet arc, il ne serait pas étonnant qu'Oda ait utilisé ce monstre emblématique d'Iron Man en référence ou pour lui faire un petit clin d'œil. Ce qui m'a par-dessus tout intéressé dans cette évolution les concernant, c'est que les Pacifistas vont alors revenir au devant de la scène. Eux qui étaient terrifiants il y a 2 ans se sont vite retrouvés ridicules après l'ellipse au point qu'ils se fassent one-shot par Luffy sans acquis et avec un banal Gear-Seagold. Du coup il s'agit d'une bonne actualisation pour eux mais surtout ça donne du crédit supplémentaire à la théorie de la prise de contrôle des Pacifistas par Dragon. Vous savez cette théorie que je me trimballe depuis 2015, eh bien l'un des principaux contre-arguments était que Dragon pourrait prendre le contrôle des Pacifistas grâce à Vegapunk, que ça ne changerait rien. La marine ou les pirates s'en débarrasseraient très vite vu leur faible résistance et leur faible puissance en général. Sauf qu'aujourd'hui avec cette nouvelle révélation ça change plutôt pas mal la donne, ils sont plus puissants que jamais déjà grâce aux Séraphins qui sont bel et bien considérés comme des Pacifistas et leurs nouveaux modèles qui sont mis à disposition, les fameux Mark III. Cependant il faut tout de même notifier une chose, les Séraphins et les Pacifistas en général sont déjà du côté des alliés, des gentils, et ce sans même que Dragon n'ait à court-circuiter leur réseau et prendre leur contrôle. Du coup, que penser de cette théorie? C'est-elle déjà confirmée ou tombe-t-elle à l'eau? À mon sens, ni l'un ni l'autre. Les Pacifistas restent actuellement la propriété du gouvernement mondial qui persisteront à avoir officiellement le contrôle total sur eux, comme en témoigne la hiérarchie des ordres des Séraphins, mettant au sommet le Gorosei. On va dire que le gouvernement a et aura encore la mainmise sur ces grandes puissances militaires, il n'est cependant pas exclu qu'à un moment ou l'autre, un retournement de situation s'opère et que la situation s'échappe de leur contrôle grâce à l'intervention de Dragon. Écoutez les refs, moi je m'attache comme je peux à cette théorie, ok? Bon, et pour le reste, quelles sont les nouveautés de ces Pacifistas? Eh bien, vous l'aurez remarqué, ça saute aux yeux, ils semblent posséder un fruit du démon. En tout cas, c'est ma première pensée, ça se nomme le Bubble Shield, c'est le plus puissant bouclier créé par Vegapunk et l'idée d'un fruit du démon vient instinctivement car vous l'aurez remarqué encore une fois, on retrouve une texture assez proche du Bari-Bari no Mi de Bartolomeo. Pourtant, il y a aussi une possibilité à ne pas exclure, il s'agirait enfin de ce mystérieux minerai eau de vie, le Kitetsuko introduit par Dragon. On parle théoriquement d'un minerai à substance liquide, c'est pas déraisonnable de faire le lien avec cette nouvelle technologie. Bon, évidemment, ça reste un argument finalement assez faible contrairement à l'incroyable pouvoir que confère ce mystérieux Bubble Shield. Autre nouvelle particularité des Pacifistas, la prise de conscience et de réflexion. Une mise à jour qui aura étonné même les agents du CP0. Enfin bon, on a rarement vu des personnages aussi nuls et mauvais que dans la fameuse unité spéciale secrète du gouvernement mondial, ça reste abusé. Les mecs, s'il vous plaît, ils se battent avec des fusils en bois face à des machines de guerre cybernétique. Mais c'est tellement ridicule. Enfin bref, je me contiens, sinon je vais vraiment passer 15 minutes à insulter le gouvernement. En tout cas, oui, c'est très surprenant et intéressant que même les Pacifistas Kuma soient dotés d'une telle volonté. Les créations de Vegapunk deviennent de plus en plus humaines, et ça devient aussi donc de plus en plus terrifiant de devoir les affronter. Je tiens aussi à conclure cette partie en avouant avoir trouvé la scène de Sentomaru assumant sa rébellion vis-à-vis de la marine et du gouvernement extrêmement stylée. Ça combiné à l'arrivée des Pacifistas, c'est clairement dans le top 15 des scènes que j'ai trop hâte de voir dans l'anime. Alors que le groupe va encore se séparer pour chercher le vrai Vegapunk, je vous jure que ça me rend fou qu'ils se séparent tout le temps, vraiment. Sanji lui décide de suivre Stussy. Alors gros risque scénaristique de la part d'Oda, hein, c'est du jamais vu dans One Piece. Mais justement on rigole, mais à mon sens, Oda a très bien réfléchi en créant le duo Sanji-Stussy. Bah oui, tous les deux sont plus liés que n'importe qui d'autre sur Egghead. Je vous rappelle que Stussy a été créé par les Mads, dont le père de Sanji faisait partie, que Stussy est considéré comme un clone parfait,
à l'image de Sanji, la création ultime de Garma Double Six, le plus humain, le plus puissant, le plus vrai. Leur duo peut donc nous révéler beaucoup de choses, notamment de la part de Stussy qui reconnaîtrait en Sanji les traits des Vinsmoke et donc de Juge, son père. Peut-être que ça permettra à Sanji de vivre un peu mieux avec l'histoire de sa famille si Stussy lui explique comment Vegapunk souhaitait, à travers le clonage, apporter une sorte de paix dans le monde comme dévoilé au chapitre 1072. Même si je ne veux pas laisser les théories dicter mon jugement sur la véritable œuvre et son déroulement, je dois avouer avoir du mal à imaginer que ce sujet précis ne soit pas mis sur le tapis à un moment ou l'autre. Là, c'est justement le moment est trop bien choisi, trop important pour espérer l'ignorer, mais ça n'est pas à moi d'en décider. Bref, en tout cas, on peut quand même noter le bête de flow qu'ils ont, surtout Zoro, s'il te plaît, mais seulement si on s'arrête au haut du corps, parce que après quand tu descends, t'as les leggings moulants ou alors des culottes, hein, accompagnés des chaussures salières et poivrières. Oda, si tu m'entends, je sais que tu m'entends, tu regardes mes vidéos, on souffle, hein, on souffle très fort. Pourtant, et même dans un accoutrement digne des plus grands cirques, Zoro et Luffy trônent fièrement avec Kaku et Lucci à leurs pieds, servant de babysitter pour leur adversaire endormi. Alors je trouve ça compliqué de regarder cette case sans avoir un petit feeling nostalgique. Du coup je me suis demandé si Lucci et Kaku suivront la même voie que les autres adversaires des Mugiwara, à savoir bien de s'allier à eux. J'ai peut-être cette sensation car ils ne donnent tellement plus le sentiment d'être des ennemis que je ne les vois pas être grand chose que des pseudo-alliés l'espace d'un instant. Egghead et tous ses occupants seront bientôt en danger à cause de Kizaru et Saturne. C'est dans ces moments-là que les alliances les plus improbables voient le jour et Impel Down en est bien la preuve. Alors, Egghead serait en danger, oui c'est vrai à en juger le convoi de la marine qui se dirige en sa direction, mais quel en sera l'impact sur la suite du scénario? Eh bien j'ai une petite idée, une théorie que j'avais déjà en tête depuis quelques chapitres déjà, mais qui s'est davantage manifestée aujourd'hui avec le chapitre 1074. Egghead va s'envoler, ou en tout cas une partie. Alors, écoutez-moi bien, ça va être très simple et très court. On sait que les Vegapunk sont censés prendre la mer avec les Mugiwara. On sait aussi que le Vegapunk principal a disparu, et il est donc impossible de partir sans lui. Pourtant, il faut faire vite, car d'un autre côté, Kizaru arrive avec toute la famille de Marie-Joise, et chaque minute, rester ici, c'est le risque d'affronter toute une flotte de la marine et du gouvernement. La solution ultime serait que le Dôme Frontière, la partie supérieure d'Egghead, soit équipé d'une fusée ou d'un module aérien, et Oda aurait préparé ça depuis le début. Déjà car le Sunny est amarré au Dôme Frontière et non pas tout en bas de l'île, ce qui fait qu'ils peuvent partir ou s'envoler ou se téléporter, peu importe, ils perdront pas leur bateau. Déjà ça reste sympa. Ensuite Luffy a semble-t-il casser ses chaussures spéciales pendant sa recherche de Vegapunk. Alors, c'est pas censé être un problème en soi, surtout s'il compte quitter Egghead dans les prochains chapitres, ils auront plus besoin de ses chaussures. Pourtant, j'ai cette impression que ce petit détail va avoir son importance par la suite et peut-être que lui-même sera séparé du reste des Mugiwara. Et justement, Brook, Zoro et Stussy viennent tout juste d'avoir leur tenue de l'arc à l'instant. Il s'agit pour moi de la preuve parfaite qu'ils vont rester encore pas mal de temps dans le domaine de Egghead, même s'ils doivent s'échapper de la marine. Mais bien sûr, attention, l'argument principal, c'est le suivant, le cerveau de Vegapunk, celui qui contient toute l'histoire du monde antique de One Piece, que veut éradiquer le gouvernement mondial, se trouve justement dans le Dôme Frontière, au Punk Records, là où sont les Mugiwara actuellement. Ma conclusion est alors que Vegapunk a prévu un plan de secours pour protéger et mettre en sûreté la partie principale de Egghead, à savoir Punk Records et le Dôme Frontière, et que la seule solution pour ça soit d'avoir recours au déplacement de l'île grâce à sa technologie. Tout le monde serait en sécurité, ça serait cohérent avec le développement de la science et l'intelligence de Vegapunk, et ça expliquerait pourquoi Oda a mis en évidence certains détails comme le Sunny amarré en hauteur sur l'île ou Zoro et Brook qui viennent d'avoir à l'instant la tenue qu'ils devront garder tout le reste de l'arc. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si je suis sur une bonne piste ou si je me plante totalement, mais n'oubliez surtout pas que le thème de l'île volante a été très récurrent avec Onigashima, et qu'à tout moment, peut-être grâce au nuage de flammes du fruit du démon de Kaido, Vegapunk va pouvoir contrôler et diriger la partie supérieure de celle que l'on surnomme l'île du futur. Nous arrivons enfin à la partie sur Bonnie. Sans grande surprise, elle est plongée dans les souvenirs de Kuma après avoir été en contact de la sphère d'énergie dans le chapitre 1072. Et sans grande surprise, à nouveau, c'est à mourir de tristesse. Bonnie est spectatrice de l'enfance de son père, elle le retrouve seule au milieu d'un champ battu et harcelé par ceux qui semblent être des villageois avant que n'apparaisse l'ombre de Tenryubito près d'un château. Le contexte est flou, incompréhensible pour ne pas dire, mais il semble que Kuma soit en quelque sorte pris en otage. Sa présence est nécessaire et demandée par les Tenryubito en question qui aurait chargé les villageois de le ramener au risque de se faire tuer. Je vais directement vous exposer ma théorie et pas passer par 40 chemins. Nous avons possiblement eu affaire au premier flashback se déroulant sur God Valley. Kuma aurait été retenu en captivité
sur God Valley. Ce que nous venons de voir à l'instant était ce à quoi ressemblait la vie sur l'île divine des Tenryubito. Laissez-moi tout vous expliquer. Ce qu'on sait de God Valley est très flou. Si on enlève la partie rocks de son histoire, tout ce que nous avons appris concernant cette île, c'est que des Tenryubito vivaient dessus aux côtés de leurs esclaves, il y a encore un peu plus de 38 ans. Chose étonnante alors que ces mêmes Tenryubito sont connus pour résider sur Marie-Joise, au sommet de Red Line. Et c'est tout. Depuis le chapitre 957, l'histoire de God Valley nous est vraiment totalement inconnue. Alors, comment j'en suis venu à faire le lien entre cette île et le flashback de Kuma, me direz-vous? Eh bien, il y a plusieurs éléments assez étranges qui bout à bout collent plutôt bien avec la représentation qu'on se fait de God Valley. Tout d'abord, Kuma semble être un esclave, à en juger sa tenue et son état général. Pas seulement, et comme il le fait comprendre, il est retenu en otage et ne souhaite pas retourner de là où il s'est échappé. Il est donc très clairement exploité, mais ce n'est pas le seul. Ceux qui viennent le chercher en premier lieu semblent exactement dans la même situation que lui. Il leur manque des dents, ils sont désespérés, la mort les guette telle une épée de Damoclès, ils sont très clairement sous une autorité divine supérieure. Et c'est là que nous arrivons à l'apparition des Tenryubito qui vient confirmer ce sentiment. Vivant dans un château luxueux à l'image de Marie-Joise, la présence d'une grande plaine d'herbe diffère beaucoup de ce que l'on peut voir habituellement au sommet de Red Line. Pourtant, ces mêmes Tenryubito vivent sans scaphandre, signifiant bien qu'ils sont actuellement sur une de leurs terres, mais que ce n'est pas Marie-Joise, d'où le sentiment qu'il s'agisse de God Valley. Vient ensuite la question chronologie. Nous sommes plongés dans l'enfance de Kuma. Il semblait n'avoir qu'à cette époque 5, 6 voire 7 ans. En tout cas, il ne dépasse absolument pas la dizaine d'années. Cette réflexion nous permet de situer la date de ce flashback à 40 années en arrière. Kuma ayant actuellement 47 ans, le calcul est plutôt simple. Et encore une fois, ça tombe précisément avec l'année d'activité des Tenryubito sur God Valley. L'incident de God Valley ayant mené à sa disparition et ou à sa destruction remonte à 38 ans précisément, en arrière. Nous sommes donc absolument dans les temps. La conclusion de cette histoire pourrait alors tout simplement être que pour la première fois, nous avons vécu le passé d'un ancien esclave sur God Valley, quelques années avant sa destruction, et que cet esclave était Kuma. Pourtant, ce n'est pas totalement fini. En effet, une révélation nous a été faite concernant Kuma il y a de cela quelques chapitres. Il appartient à une race dite spéciale. Pas plus d'infos la concernant, mais elle doit sans doute avoir un lien avec la robustesse et la force musculaire de ce dernier qui a tant captivé Vegapunk. Et si God Valley était le lieu où résidaient les dieux du monde, les Tenryubito, et où ces derniers réduisaient en esclavage toutes les races spéciales et uniques de leur terre? C'est l'une des choses dont je suis le plus intimement convaincu depuis l'apparition des Lunarians. C'est sur cette île que certains dragons célestes se seraient isolés des autres pour vivre entourés d'esclaves provenant des races antiques du monde de One Piece. Les mêmes races qu'ils ont souhaité éradiquer depuis le tout début. Des Lunarians qui auraient vécu en captivité telle la famille de King, c'est sur cette île que tous ces esclaves travaillaient pour les Tenryubito, exploitant les richesses de God Valley pour le plaisir sadique des dieux de ce monde. Sinon, pourquoi les Tenryubito auraient vécu sur une autre île que Marie-Joise, avec des esclaves? Tout simplement car ces Tenryubito et ces esclaves sont différents des autres. Ils sont spéciaux. C'est aussi pourquoi Roger et Garp ont voulu les protéger, à la fois car ils sont innocents, mais aussi car ils représentent l'essence même de la vie et de l'histoire du monde antique de One Piece. Pour résumer simplement, pour la toute première fois depuis sa mention, God Valley aurait partiellement fait son apparition à travers les souvenirs et la mémoire de Kuma. Remontant à son enfance 40 ans plus tôt, il aurait servi d'esclave, exploité pour les particularités de la race spéciale à laquelle il appartient et serait parvenu à s'échapper de ses bourreaux que grâce à l'intervention des Rocks ayant créé le chaos sur cette île. Aujourd'hui, Kuma semble retourner auprès de ceux l'ayant fait souffrir. Mais pour quelle raison, ça c'est encore un mystère. Peut-être que nous allons apprendre que c'est lui qui a mis Shanks dans le coffre au trésor trouvé ensuite par Roger et Rayleigh aux abords de God Valley, qui sait. Maintenant la question que je me pose est toute simple, Kuma et les autres esclaves de God Valley croyaient-ils en Nika, tout comme le croyaient les prisonniers tels que Usu? Est-ce que lui-même, à un moment de désespoir, pleurant au beau milieu de cette plaine, priait l'apparition du dieu soleil qui viendrait les délivrer? À mon sens, il ne fait aucun doute que la joie de Nika a pu illuminer l'espace d'un instant les pensées sombres des esclaves de God Valley. Vous vous souvenez de mon discours dans la dernière review? Cette révélation met en évidence une chose, les traîtres sont bien de partout. Eh ben ça n'a sans doute jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Alors que Pythagore se retrouve isolé du groupe, il semble subir une attaque venant par derrière et explosant une partie du bâtiment. On ne connaît pas l'état actuel du Vegapunk, mais il a dû subir de gros dégâts. Ce chapitre le confirme alors bel et bien, il y a quelqu'un qui opère dans l'ombre, sabotant Egghead et mettant en danger la vie d'absolument tout le monde. La première fois, le Frontier Dome s'est vu désactivé, annulant la principale défense de Punk Record et donc du cerveau de Vegapunk. Et la deuxième fois, ici dans ce chapitre, avec Pythagore. Alors,
qui ça peut-il bien être? Le problème, c'est que les suspects sont bien trop nombreux. Un membre de la marine, du gouvernement, des pirates, on peut s'attendre à absolument tout, surtout vu le peu d'indices qu'on a. J'ai alors lu et relu tous les derniers chapitres pour espérer trouver un semblant d'indice, un semblant de réponse, et voici mes propositions. Il s'agirait de Caribou. Tout simplement, c'est le personnage fourbe et mauvais à souhait qui a disparu des radars depuis bientôt 10 chapitres. Ça serait totalement son style que de s'infiltrer dans les labos et tenter de foutre le bordel. Sauf qu'il y a un petit problème. Tout d'abord, il faut semble-t-il avoir un minimum de connaissances scientifiques, au moins pour désactiver les barrières de protection du frontière d'homme. Plus encore, il est difficile de comprendre l'intérêt pour lui de saboter cette île et de la faire chuter au gouvernement mondial, ça va totalement accroître ses risques de se faire capturer et emprisonner. Pour autant, ce n'est pas la seule proposition, vient ici la deuxième. Il s'agirait d'un séraphin. Oui, et il coche étonnamment beaucoup plus de cases que l'on peut le penser. Ils sont dotés d'une conscience qui leur permet d'agir de leur plein gré, et ils ont possiblement une intelligence plus élevée que la moyenne, leur permettant de comprendre et gérer la sécurité de Egghead, leur terre natale. On va dire que c'est la petite proposition exotique et originale, pourtant c'était pas ma préférée ni celle qui tire le plus, non ça c'est la troisième, c'est la dernière. Finalement, il s'agirait d'un des Vegapunk. Alors c'est assez spécial dit comme ça, hein. Mais finalement, qui mieux qu'un des avatars de Vegapunk, voire Vegapunk lui-même, serait capable de contrôler le système de défense d'Egghead à sa guise. Problème, il y a 7 Vegapunk au total, lequel pourrait être le suspect principal. Eh bien, je vais rapidement vous donner mon analyse de l'ensemble des Vegapunk. Tout d'abord, il y a Lilith, le mal incarné des Vegapunk. Vous l'aurez compris, ça semble être un petit peu gros que ce soit elle est la rebelle du groupe, pour autant, elle a l'air d'être plutôt sincère dans ses réactions, donc petite pastille sur elle, mais vraiment pas convaincue de fou. Pythagore, bah lui, on peut tout de suite le jarter vu qu'il a été victime du traître dans ce chapitre. Edison, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le voir avec un aspect mauvais, alors c'est peut-être le piège, hein, car j'ai finalement pas beaucoup d'arguments pour le protéger. Atlas, j'aurais tendance à l'écarter du sujet puisqu'elle s'est littéralement fait détruite suite à l'attaque de Lucci. Il nous reste donc Shaka et York. York, je dois avouer avoir du mal avec ce perso. Faut se rendre compte qu'elle existe quand même que pour une seule raison, manger et déféquer. Pour les autres Vegapunk, c'est quel genre de vie pourrie ça, s'il te plaît? De plus, c'est la seule à avoir eu aucun traitement de faveur dans l'arc pour le moment. C'est vraiment le personnage qui passe inaperçu et qui pourrait, vous l'aurez compris, trahir les autres pour peut-être s'émanciper de cette vie. Et puis, il y a Shaka. Alors lui, c'est le total inverse de York. C'est le Vegapunk principal. Celui qui est peut-être encore plus mis en avant que le véritable Vegapunk. Du coup, ça limite grandement l'intérêt qu'il soit un traître puisqu'il fait tout pour sauver les autres. Enfin, ça c'est ce qu'on croit. Vous n'avez peut-être pas relevé ce détail, mais Shaka fut le dernier à être rentré en contact avec Pythagore avant même qu'il ne se fasse attaquer. Et plus intriguant encore, c'est Shaka qui lui a dit où aller en lui demandant de regarder l'étage suivant. C'est dans cet étage que Pythagore s'est fait attaquer. Vous l'aurez compris, c'est Shaka qui aurait planifié l'attaque contre Pythagore en le dirigeant exactement à l'endroit de son piège. Alors comprendre ses motivations est quelque peu compliqué maintenant, mais il a peut-être une très bonne raison. Rappelons que Shaka représente la sagesse et que dans sa grande intelligence, il estime peut-être qu'il doit tout simplement saboter Egghead pour sauver le Vegapunk original. En tout cas, c'est le seul que j'ai vraiment dans le collimateur. Peut-être que je me trompe, hein, c'est même sans doute ce qui va arriver, mais n'oubliez jamais, cela signifie que des traîtres peuvent se cacher parmi l'équipe de Vegapunk lui-même. Et nous arrivons à la fin de cette review avec l'apparition de 3 personnages notables, Morgan Big News, le roi Wapol et la princesse Vivi. Pourtant, eh bien, pas de grandes news de leur côté étonnamment. Vivi va bien, Wapol est apeuré, Morgan lui se la joue putaclic, la vie quoi. Si je dois analyser rapidement cette partie, je dirais que la news que va créer Morgan risque d'appâter encore plus de personnes du côté de Luffy, puisqu'il le fait passer comme un révolutionnaire déclarant ouvertement la guerre contre la marine et par extension le gouvernement. J'ai le sentiment qu'au-delà de le diaboliser, ça va surtout créer un culte autour de lui comme ça l'a fait pour Sabo avec le pseudo-assassinat de Cobra. Ça pourrait aussi être l'occasion pour Dragon de réaliser que son fils a enfin rencontré Vegapunk et donc le forcer à réagir, voire à aller à sa rencontre. La présence de Wapol, quant à elle, peut être justifiée par le chapitre 956 où il a tenté de prendre contact avec Morgans pour lui faire fuiter une info. Étant donné sa présence à la rêverie, il ne fait aucun doute que Wapol a découvert un secret ou a vu quelque chose de ses yeux qu'il n'aurait jamais dû voir, expliquant pourquoi il craint tant à sa vie. Peut-être qu'il a appris que le gouvernement avait une arme capable de détruire des îles, comme Lulusia. Peut-être qu'il a appris qu'un complot visait les rois qui ne sont pas des Tenryubito, expliquant pourquoi il a peur pour sa vie. Peut-être qu'il a découvert que c'était le gouvernement qui a voulu faire disparaître Cobra, ou peut-être qu'il a appris pour Im, tout simplement. Encore une fois, je pense avoir assez développé de sujets et de théories dans cette review pour me focaliser davantage sur Wapol et Vivi. Si vous avez des théories, si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à en débattre en commentaire et on verra dans le prochain chapitre, ou dans 2 ans, suivant le rythme qu'a Oda, lol, qui aura vu juste. Nous arrivons cette fois-ci donc à la
la vraie fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu les bros, c'était pour moi un vrai plaisir de la faire et de développer tous ces sujets aussi profondément. Comme d'habitude, je vous remercie de votre soutien sans faille, je vous souhaite une excellente semaine les bros, et je vous donne rendez-vous pour la review du chapitre 1075. Prenez soin de vous, peace les bros.